Ça y est, je crois que je suis en direct, ça ne me dit rien. Voilà, il va y avoir encore tellement de jours. Ça fait 5 ans. Il y a ma tête dessus. Au début, non, je ne l'ai pas pris ici. Au début, il y avait pas ma tête dessus et maintenant j'assume parce que l'anniversaire de ce livre, c'est aussi mon anniversaire en tant qu'auteur. C'était pas donné, je pensais pas, à ça et donc je vais me présenter, Jannick Dumais de Saint-Laurent ou Jannick de Saint-Laurent-Dumais comme vous préférez. Donc auteur, autrice, écrivain, écrivaine, je ne sais pas, exactement, mais en tout cas, oui, autrice de 3 livres d'ailleurs, parce qu'il y a eu celui-ci dont on va célébrer l'anniversaire, mais après il y a eu Le Cahier des questions et il y a eu aussi après L'Envolée et puis, il y en a un qui est terminé et il y en a un autre qui est en cours. Donc effectivement, célébrer ce 5e anniversaire de ce livre, il va y avoir encore tellement de jours, c'est aussi célébrer mes débuts, finalement, dans l'écriture, en tout cas dans l'écriture, de livres qui soient publiés. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir seulement écrit et passer de l'autre côté, c'est-à-dire de devenir vraiment auteur, écrire et choisir d'être publié, c'était une autre aventure. Comment ça a démarré? Ça a démarré le 7 août 2020 par la mort de mon fils et je me suis dit: «Là, il faut que j'écrive. C'est pas possible. Cette mort, qu'est-ce qu'elle je suis en train de vivre un truc tellement fou, il faut absolument que j'écrive» et peut-être c'est un réflexe que j'ai toujours eu dans ma vie, donc si je me présente encore un petit peu, je suis aussi, j'aime bien me présenter comme une éclaboussseuse de vie. C'est-à-dire que j'aime bien mettre de la vie là où on a l'impression qu'il y en a plus, ou en tout cas j'aime bien réveiller quand la vie a l'air d'être trop plate ou trop stagnante. J'aime bien mettre de la lumière dans la vie et donc ça, c'est toujours quelque chose que j'ai été et donc sinon voilà, guérisseuse de lettres, j'ai travaillé, en énergétique, en quantique, donc accompagner des personnes. Avec ça, bon, mon premier métier, c'est styliste, donc pas grand-chose à voir, mais si, parce que c'est toujours aller créer, de la lumière, mettre en beauté, mettre en redonner de la confiance aux gens, aller vraiment, aussi jusqu'au bout d'un projet. Dans le stylisme, on va jusqu'au bout d'une collection. Pour un livre, c'est pareil, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc il y avait tout ça pour moi et quand cette mort, elle est arrivée, j'y croyais pas parce que je croyais en la guérison possible de mon fils, donc qui est mort d'un cancer à 28 ans, le 7 août 2020. Et moi, j'avais demandé un miracle, parce que voilà, je travaillais avec l'énergétique, je me disais: «Bah, voilà, c'est ça qui va se passer» et le miracle, c'était pas ça. Donc c'était encore un gros travail de lâcher prise. Donc moi qui avais fait tout un parcours d'introspection, en travaillant sur le lâcher prise, sur la gratitude, ce qui était pas tellement, naturel chez moi. Donc c'est vraiment des choses que j'ai cultivées, que j'ai travaillées, comme quand on parle de labourer un champ comme un jardinier qui va améliorer sa terre. Pendant beaucoup d'années, j'ai fait ce travail personnel pour aller cultiver quelque chose d'autre et peut-être que sans le savoir, je me préparais à cette mort. Et donc dans ma vie, dès qu'il y a eu des événements, hem, on va dire importants, j'ai toujours écrit, donc des carnets de notes, des carnets de voyage. Bon après je viens d'une génération où on écrivait des lettres aussi, donc j'écrivais beaucoup. Donc j'ai toujours écrit beaucoup, plus ou moins, mais en tout cas dans des phases intenses, aussi bien joyeuses que difficiles. Et là, c'était surtout je savais que j'étais en train de vivre quelque chose de complètement extraordinaire, c'est-à-dire qui sort complètement de l'ordinaire. C'est pas ordinaire d'enterrer, voilà, son enfant, son fils et je me disais: «Il faut que j'écrive parce que je vais tout oublier» ou j'avais vraiment l'impression d'avoir le cerveau tellement déconnecté que quelque part, l'écriture me ramenait, me laissait sur terre et aussi me mettait dans cette position d'observatrice. Alors, je me suis mise, en direct là sur Facebook, sauf que j'ai oublié de mettre pour voir si vous êtes là en direct et si je vois vos commentaires, donc je vais en profiter pour regarder. Si vous êtes là en différé, ça me fera très plaisir et puis vous serez peut-être là en différé sur, alors, est-ce que je suis bien en direct? Ouais, je suis en direct, cool. OK, donc là, ça y est, j'ai branché. Si jamais je vous vois, hem, allez hop, non, il y a le son.
Si je vois vos commentaires, ah ben voilà, je vois qu'il y a Xenia qui est là, il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Et si vous êtes là en différé, faites-moi aussi un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime, et puis vous pouvez partager. Donc ce livre, au départ, c'était juste, en fait, c'était mon journal de bord. J'ai écrit tous les jours à partir de la mort de mon fils. D'abord, j'ai écrit pour, son épitaphe, parce que je me dis: «Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle le jour de son enterrement», et qui d'autre que moi, sa mère, pouvait en parler mieux. Enfin voilà, je ne voyais pas quelqu'un d'autre dire un texte, ou j'avais pas envie qu'on dise des phrases toutes faites, j'avais pas envie que quelqu'un lise mes notes. Je me suis dit: «C'est moi, c'est important». En fait, c'est pour ça aussi. Donc je suis mère de 3 enfants, et mes prochains livres vont toucher mon prochain livre, enfin celui que je suis en train d'écrire touche, sur la maternité, donc toutes les histoires de maternité. Et franchement, pour moi, c'était aussi rester mère, c'était pouvoir toujours m'occuper de mon fils, hem, mort, être là pour lui, être capable d'écrire cette épitaphe, être capable de parler le jour de l'enterrement. Pour moi, ça fait partie heu, de mon rôle de mère, ou de mon job de mère, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'était naturel, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était mort, qu'il y avait plus son corps, que son corps ne fonctionnait plus, heu, que je ne lui devais plus cette assistance. Hem, enfin, j'ai pas réfléchi en ces termes, mais c'était normal. Je suis là pour lui, on est là pour lui. Mon mari était là d'une autre manière, son frère, sa sœur aussi autrement. Et moi, je sais que j'ai cette faculté de savoir parler. Donc j'ai pris plein de notes, en fait, juste après le décès. J'ai commencé à prendre des notes en me disant: «Il faut que je parle de ça, ça, ça». Et puis je voulais aussi un message pour tous ses amis, pour tous ces jeunes autour de lui. Parce que donc 28 ans, donc voilà, sa sœur avait 26, son frère 22. Je voulais aussi leur donner un message, de vie, en fait, de vie. Parce que ça n'empêche pas le chagrin, ça n'empêche pas la douleur. Et donc donc cette épitaphe d'ailleurs, il est dans le li elle je sais plus si on dit une épitaphe, oui, donc elle est dans le livre. Et et j'ai dit ça, en fait, j'ai dit à un moment, voilà, forcément il peut y avoir de la colère, mais que ce soit pas de la colère finalement, que ce soit de la rage, mais de la rage de vivre, que cette mort vous donne de la rage de vivre. Où est-ce que je l'ai dit? Donc je vais vous lire quand même quelques extraits. Hem, bon, je le vois plus ici, j'ai pas mis de marque-page cette fois-ci. Mais donc c'était ça aussi pour moi, c'était pouvoir me dire, ben, en fait, je savais que la vie était là et qu'elle allait continuer, parce qu'il y a eu d'autres morts dans ma famille avant, j'ai eu aussi mes parents qui sont morts, je sais que la vie était là. Une vie on aurait voulu toujours avec lui, mais qui est toujours avec lui, mais d'une manière différente. Donc au départ, c'est mon journal de deuil. Après, j'ai continué donc à écrire après l'enterrement. J'ai peut-être fait 2 3 jours de pause, et puis après j'ai continué à écrire tous les jours. Et un mois après, je me suis dit: «Mais en fait, je vais publier». Donc à l'époque, je ne mesurais pas ce que ça voulait dire que de publier. J'étais pas du tout, hem au fait de comment ça se passait pour aller jusqu'au bout de ça. Et je me suis fait accompagner, d'ailleurs, je la cite ici, par Fanny Folly, qui à l'époque avait pas encore créé sa maison d'édition, et elle m'a juste dit: «Écris tous les jours». Elle m'a laissé écrire, donc après il y a eu aussi quand même un travail de correction, et cetera. Et donc le 23 mars 2021, donc moins de 8 mois après la mort de Louis, ce livre est paru. Et et c'était vraiment ce passage aussi de l'écriture, le processus d'écriture, qui était un processus très personnel, très intime, et qui devient, par la publication, par le livre et aussi par le travail qui a été apporté au texte, devient quelque chose d'universel, devient quelque chose qui sort de ma sphère personnelle, qui n'est pas là,
juste pour que vous puissiez lire mon histoire et vous dire: «Ah la pauvre, c'est terrible». C'était pas du tout ça. C'est vraiment amener ce regard que moi je porte sur la mort, que j'ai porté sur la mort et puis toute cette expression des émotions parce que c'est quand même écrit, je dirais, sur le vif. C'est écrit au moment où j'ai vécu les choses. J'écrivais au fur et à mesure de la journée ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête, donc il y a vraiment tout ce que je peux traverser et c'est pas quelque chose qui est écrit que je pourrais écrire peut-être maintenant, 5 ans après, j'écrirais quelque chose de complètement différent, c'est sûr. Mais d'avoir pu saisir sur le vif, capter sur le vif les fluctuations émotionnelles, ça donne à ce livre quelque chose d'extrêmement vivant aussi et ça montre aussi tout le paradoxe qu'il peut y avoir parce qu'il y a la douleur, parce il y a le chagrin, parce qu'on croit qu'on va plus pouvoir vivre et en même temps, il y a la vie et il y a des moments de joie, il y a des moments d'humour, il y a des moments d'émerveillement, il y a des moments de douceur et il y a tout ça qui est là. Et je crois que c'était important pour moi de pouvoir partager tous ces passages qui pouvaient se passer dans la journée entre des moments relativement calmes, des moments de désespoir, en étant le plus objectif possible sur ce que j'étais en train de vivre, donc en étant vraiment dans cette posture d'observatrice. Par l'écriture, je me mettais en observatrice de ce que je vivais, pour montrer que on n'est pas obligé de s'attacher uniquement à la douleur parce que la tentation est très, très grande. Quand on vit un deuil précoce ou voilà, un deuil qui est vraiment douloureux, la tentation de s'attacher à la douleur est très forte. Parce que finalement, la douleur, c'est ce qui nous retient à l'autre. Et ça paraît incongru, voire inconvenant de ne plus souffrir ou de se dire, tiens, là, je respire normalement. Quelque part, la douleur nous rattache à lui, à elle. Et reconnaître les moments de paix, de douceur, les moments où on ressent quelque chose d'autre, reconnaître ça, reconnaître les cadeaux qui nous sont envoyés, ça peut faire peur. Cette sorte de, peut-être de détachement, de prise de recul est un peu effrayante. En tout cas, je le vois pour beaucoup de gens, des personnes que j'ai suivies, des lecteurs, des lectrices qui m'ont raconté leurs témoignages, des clientes que j'ai suivies aussi en accompagnement. Euh, Reconnaissent que ne plus souffrir, ça pourrait ressembler à ne plus aimer, alors que c'est faux. C'est faux. Aimer, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Et peut-être que même, justement, aimer, ça voudrait dire offrir de la joie, offrir de la paix, offrir de la douceur à celui, celle qui est mort, et puis aux vivants autour de nous et à nous-mêmes aussi. L'amour ne signifie pas la souffrance. Et malheureusement, c'est pourtant ce que l'on a souvent appris ou développé dans notre société, dans notre culture. Parce que je t'aime, je souffre. Alors c'est vrai, hein, les gens qui nous sont indifférents, ça ne nous fait pas grand-chose. Voilà, on est beaucoup moins affecté. Et quand il y a cet amour, forcément, on est impacté, on est affecté directement. Mais affecté, ça veut pas, ça ne veut pas dire être dans l'affectation, mais être dans cette affection profonde. Et l'amour peut nous permettre de voir autrement cette mort aussi. Alors l'amour rend aveugle, oui, mais enfin l'amour ne rend pas aveugle au point de ne pas comprendre qu'effectivement, voilà, le corps est plus là et même si on peut être en état de choc, en état de sidération,
et que dans ce qu'on appelle les étapes du deuil, on parle du déni. Bon, alors là, en plus, c'était compliqué d'être dans le déni puisque notre fils est mort vraiment devant nous, entouré par nous. Euh, donc, c'est pas possible de nier. Il ne peut pas y avoir de déni à ce moment-là. Mais même quand il n'y a pas euh, de déni, l'amour n'est pas aveugle à ce point voilà, de nier ce qui est. Et l'amour est là pour accepter aussi la souffrance et arriver à ne pas se perdre dedans et arriver à accepter autre chose, arriver à accepter la vie, accepter peut-être de recevoir les cadeaux au-delà de cette souffrance. Tout ça, en fait, je suis en train d'en parler, mais finalement, si on prend dans le livre, vous pouvez le découvrir, vous pouvez le vivre au fil des pages. Euh, je vais vous lire un passage. Voilà, alors franchement, j'ai pas prémédité, j'ai pas mis de petits marque-pages. D'habitude, j'ai tous mes petits marque-pages qui sont ici, que je dispose après en fonction des thèmes que j'aborde. Voilà, je vais vous lire un passage. Tu es parti. Donc, dans le livre, je m'adresse, quand je dis tu, voilà, je m'adresse à mon fils. À cette époque-là, j'étais vraiment en communication exclusive avec lui. Je ne parle pas au lecteur ou à la lectrice, je parle à mon fils. Tu es parti explorer de nouveaux horizons. Nous restons dans cette dimension terrestre et apprenons à composer avec ton absence. Si je m'attache à ta dimension terrestre, alors je crée le manque. Je crée le manque de toi, de ton corps, de ta personnalité, de ta présence matérielle. Plus je crée la matière comme un état de séparation, plus le vide et le manque croissent. Si je m'ouvre à d'autres dimensions, à ce qui existe au-delà du visible, à cet espace que je perçois et que les mots ne peuvent décrire, à ce que je sais viscéralement, à toutes les informations subtiles que je reçois, à la vulnérabilité d'être sans barrière ni limitation, alors j'accède à une plénitude d'être où le manque n'est même pas un concept. J'abandonne l'illusion de la séparation. Je pars avec toi en exploration. Je ne reste pas. Je ne reste pas statique. Je suis en mouvement. Tu n'es pas parti. Tu t'es transformé. Tu t'es transfiguré. Tu es toujours là, éternellement. Tu n'es jamais parti. Tu es mort. Pas pareil. Complètement différent. Nous ne sommes pas séparés. Oui, on dit souvent: «Ah, il est parti», parce qu'on a du mal à il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le mot «mort». Bonsoir Ludovic, je vois que tu es là, je vois des petits cœurs, il y a aussi, merci d'être là. On dit souvent: «Ils sont partis». Après voilà, chacun utilise le vocabulaire qu'il veut, mais en fait non, tu es pas parti, tu es mort, c'est pas tout à fait pareil. Juste dans une autre dimension. Donc là, c'est un passage où je m'adresse exclusivement à lui. Après il y a d'autres passages, on pourrait en trouver où je parle de son enfance aussi. Je regarde si je pouvais vous et puis voilà, il y a aussi des passages où je parle de ce qui est en train de se passer pour moi, par exemple. Je mange la poudre verte, la superfood. Je t'en avais acheté 3 paquets dans l'espoir que cela stimule ton système immunitaire. Tu as trouvé ça trop mauvais. Avec du yaourt de brebis, ça passe. C'est un peu dommage pour le yaourt. Je ne ressens pas les effets pour l'instant à part un nettoyage intestinal. J'étais déçue que tu ne veuilles pas en prendre. Tu m'as fait remarquer que je n'avais aucune leçon à te donner. J'ai seulement entamé l'énorme pot de curcuma que je m'étais procuré quand j'ai eu le cancer. Pareil pour l'aloe vera. Je m'étais laissé éblouir par les vertus promises dans certains livres ou sites. Mais mon corps n'en voulait pas et c'est resté longtemps dans le placard pour finir à la poubelle. Ouais, parce que moi j'ai eu un cancer du sein en 2015. Et puis je parle aussi de l'enfance, de l'éducation. J'ai appris à être mère à tes côtés, puis auprès de ta sœur et de ton frère, sans chercher à jouer un rôle.
Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du rôle de mère. Bon, j'en sais rien, je n'ai pas cherché à jouer un rôle, les choses se sont faites toutes seules, donc je reprends. J'ai appris à être mère à tes côtés, puis auprès de ta sœur et de ton frère, sans chercher à jouer un rôle. Et si pendant un temps j'ai cru qu'en tant que mère j'avais une quelconque autorité sur mes enfants, vivre avec vous m'a appris autre chose, que j'étais responsable, et vous aussi, que nous étions chacun des êtres à part entière, et que votre état d'enfant demandait certes des soins et du soutien, une grande écoute et beaucoup de respect, aucunement que je sache pour vous au mieux que vous. Mon apprentissage n'a pas été sans conflit, en particulier avec toi, aîné, qui a essuyé les plâtres. Je m'en suis excusée auprès de toi. Je n'avais pas appris, j'ai appris sur le terrain. Moi, ce que je connaissais de la parentalité, c'était l'autorité de mon père et la déprime chronique de ma mère, baignée de beaucoup d'amour, teintée d'incompréhension. J'ai voulu faire mieux et différent. Je n'avais aucun outil. J'ai appris. Donc c'est un mélange de tout ça, en fait, de mes moments de dialogue avec mon fils où je me pose quand même des questions, je me demande où il est, etc. Et puis, bah, des souvenirs un peu de l'enfance, des choses aussi très pragmatiques de ce qu'il vit et puis bien sûr les rencontres que je fais, ce qui se passe aussi, à des moments. Voilà, par exemple, ce matin, j'ai reçu un dossier en ligne de photos par tes amis de ton école d'ingénieur. J'ai commencé à en regarder quelques-unes. Ça m'a secouée. Te voir dans des moments que je n'ai pas vécu avec toi, avec différentes coupes de cheveux, avec tes amis, entrer soudainement dans ta vie privée, je me suis mise à pleurer. J'ai refermé le dossier et me suis dit que je préférerais regarder les photos en présence de tes amis, ou au moins de ton père, ton frère et ta sœur. Toute bouleversée, je n'arrive même pas à parler à la personne de la caisse d'assurance maladie que j'ai eue au téléphone pour régler ton dossier. J'ai besoin d'un temps pour me reprendre, etc. Bon, voilà. Et je reviens sur, donc sur l'enfance, sur sa mort, etc. Mais donc, à chaque fois, je décris ce qui se passe et c'était surtout pour moi de ne pas tomber dans le drame. C'est déjà un drame, alors je ne dis pas de tomber dans le drame, mais de ne pas en rajouter. D'être, par exemple, voilà, quand on regarde la météo et qu'on se dit, ah, il fait pas beau, ça veut rien dire, il fait pas beau. Ça veut rien dire, il fait beau, il fait pas beau. Qu'est-ce que c'est, il fait beau? Bon, en général, il fait beau, c'est le ciel est bleu, il y a du soleil. Il fait pas beau, il pleut, c'est moche. Mais en fait, quelle est la couleur du ciel? Le ciel est bleu. Il y a quelques nuages blancs, il y a quelques nuages gris, il y a du vent. Hem, on voit le soleil briller, voilà. Ça, c'est beaucoup plus précis. Ça décrit vraiment ce que c'est. Il y a pas de jugement de beau ou pas beau, parce que c'est un ciel orageux peut est magnifique. Les ciels orageux sont splendides, il y a des luminosités dans l'orage qui sont magnifiques. On peut trouver beaucoup de beauté dans le brouillard aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est brumeux, on a l'impression que le ciel touche la terre, c'est très gris, on sent l'humidité, il y a des craquements dans les branches d'arbres. Mmh, alors oui, après ça peut créer chez nous de la tristesse, on peut trouver ça moche et cetera et puis, bah, pour sortir, c'est pas pratique, surtout quand on n'est pas équipé, mais si on s'équipe, on peut faire, voilà, donc c'est pas il fait beau, il fait pas beau. C'est quelle est la couleur du ciel? Et pour moi, c'était ça en fait, quelle est la couleur de mon ciel intérieur? Quelle est la couleur de ma journée aujourd'hui? Hem, quelle est son odeur? Quelle est donc décrire finalement le tableau de mes émotions, le tableau de ce qui se passe dans ma vie, sans dire c'est triste, c'est pas triste, sans dire c'est douloureux, c'est paisible. Juste aller raconter ça, aller le décrire, aller essayer de le comme une photographie en fait, de le décrire au plus juste. Et c'est pour ça qu'après j'ai beaucoup de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit: «Beh, heu, merci parce que tu as mis en mots les émotions que je ressentais». Parce que souvent, ben, heu, les émotions, on les a dans notre corps, dans notre tête. Il y a tout ça, il y a tout cette espèce de brouillard et c'est vrai que pour moi de le mettre en mots et je partage aussi pas mal dans le livre des moments de je parle de mon processus d'écriture aussi et j'explique que finalement de pouvoir mettre en mots ce brouillard, c'est quelque chose qui serait resté informe dans mon corps, dans ma tête, la mise en mots me permet,
me permet de lui donner une texture, me permet de le décrire vraiment beaucoup mieux, au plus juste. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes me remercient aussi parce que euh, ça met en mots les mots. Donc ça met en mots MOTS, les mots MAUX. Et quelque part, ça permet d'aller transcender après. Quand ça reste trop flou, c'est un peu, vous savez, ces boules qu'on a dans la gorge, cette boule au ventre, etc. C'est lourd. Et de pouvoir l'exprimer, donc le formuler, l'exprimer, ça soulage, ça allège, ça change. Alors, oui, la douleur est toujours là, la tristesse peut toujours être là, mais c'est différent. Et en plus, évidemment, j'apporte aussi un autre regard, parce que j'interroge le manque, j'interroge ma façon d'aborder ben, ce qu'on va avoir à vivre, il va y avoir encore tellement de jours, tous ces jours qu'il va y avoir à vivre encore. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été regarder là sur le petit calculateur du nombre de jours, ça fait 2054 jours, mais il y en a encore beaucoup à vivre. Et donc, d'ailleurs, c'est le passage où il va y avoir encore tellement de jours à vivre, à pleurer, à aimer, etc. Donc, c'était ça. C'est ça. Et c'est accepter qu'il va y avoir tous ces jours-là et que je sais pas, euh, que j'ai pas envie qu'il reste quelque chose comme une chape de douleur. Et je pose ces questions. Donc, il y a toutes les questions qui sont là dans le livre. Et ces questions, on peut les retrouver dans le cahier des questions où il n'y a plus mon histoire personnelle, mais il y a juste toutes les questions que je pose et qui aident à changer des choses. Non, mais en fait, qu'est-ce qui est possible maintenant? Parce que moi, j'avais pas envie de me dire, euh, j'avais pas envie de survivre, enfin de sous-vivre, de vivre dans la douleur éternellement. Donc, donc c'était qu'est-ce qui est possible maintenant pour pouvoir créer quelque chose d'autre, quelque chose de joyeux, qui n'élimine pas cette mort, mais transformer, c'est créer, créer de la joie, créer de la beauté, créer de la paix, créer de la vie. Et voilà. Et ce livre, finalement, et tout ce que j'y partage a permis que je me mette à avoir des sortes de conversations avec mon fils qui ont donné après l'envolée 3 ans après, où je partage 3 ans de conversation avec lui, voilà, des conversations avec lui. C'est un peu mystérieux, mais moi j'ai du mal à l'expliquer et je peux encore douter. Et en même temps, je ne doute pas que c'est une façon d'être avec lui. Alors, pas du tout lui, celui que j'ai connu, mais lui qui il est devenu, euh, être de lumière, ça comme vous voulez. Donc c'est ça qui a permis ça. Et j'en partage quelques-uns, les premiers, euh, voilà, où à un moment il me dit je me réveille après une nuit trop courte. Mon corps reste blotti, ankylosé de sommeil. Je t'entends me dire debout, maman, lève-toi, le monde t'attend. Puis je suis encore endormie. La phrase se répète. Debout, maman, le monde t'attend. Va leur dire de se relever. Je fais l'effort de noter cela avant que ça s'évapore et je te réponds de vive voix. Fils, je vais leur dire. Un peu d'indulgence pour mon corps, je vais lui redonner vigueur avec une douche fraîche. Fils, je vais leur dire de se relever. Lève-toi, maman, relève-toi, vas-y, va leur dire, ils ne t'entendent pas. Que veux-tu leur dire exactement, fils? Vivez debout, sans crainte, avancez joyeux, debout, vous êtes solide. Je reste immobile, sous la couette, et la phrase revient. Maman, lève-toi, va leur dire de se relever, joyeux. Elle va me tambouriner dans la tête tant que je ne serai pas levé. Tu insistes aussi fort que quand tu étais petit où tu ne lâchais pas le morceau. C'est drôle comme les souvenirs de ton enfance sont embellis. Je n'ai pas oublié tes colères, nos résistances, tes insistances. Ton sourire charmeur, malicieux, sans arrière-pensée, flotte par-dessus. Combien de fois ai-je perdu patience? Tu es allé jusqu'au bout. Maman, lève-toi, le monde t'attend, va leur dire de se relever. Je m'étire. J'y vais, fils. Donc voilà comment ça a commencé. Ça, c'était vraiment dans cet état entre le sommeil et la veille où je captais, je sais pas, quand on se réveille, quand on a une chanson dans la tête, quand on a une phrase dans la tête, des mots dans la tête, c'était comme ça. Mais c'était ces mots-là.
Oui, je les ai pas inventés, enfin, c'est vraiment c'est pas moi qui enfin, voilà, donc je sais que c'est un dialogue avec lui qui a commencé à s'établir grâce à ça. Après, il y a pas besoin d'y croire, de pas y croire, c'est comme ça, je le raconte, en toute vulnérabilité et et voilà et donc je voudrais célébrer le fait d'avoir osé publier, parce que c'était quand même quelque chose de très intime. En plus, bah, après il a fallu que changer la couverture, donc enlever l'illustration qu'il y avait. L'éditrice, Fanny Folly donc de Wow Éditions m'a demandé de faire, de mettre mon portrait. Donc ça s'est fait en 2023, donc 2 ans après. C'était un gros passage pour moi aussi parce que c'était assumer ma position, d'autrice et assumer de me mettre en avant parce que finalement, je j'osais peut-être pas trop au début. Je me disais: «Bon voilà, je suis juste une mère endeuillée qui raconte son histoire». Non, c'était pas ça, c'était autre chose. Ma démarche était différente et et donc ça m'a demandé aussi heu, toute une évolution, et puis, bah, après avec les autres livres qui sont venus et puis après, bah, d'oser aller écrire sur autre chose que le deuil, sur la mort, même si je prévois peut-être d'autres ouvrages sur ce sujet, avec le recul et peut-être quelque chose d'un peu plus, on verra. Bon, je n'en dis pas plus aujourd'hui et donc oser parler, oser écrire un livre sur mon enfance, ça peut être maintenant un livre sur la maternité, et tout ce qui se passe autour de grossesse, accouchement, voilà, mais plus comme des romans. Donc ça a été toute une évolution aussi et que je n'aurais jamais imaginé. Donc la mort est aussi promesse de vie. La mort est aussi des passages. Donc c'est un passage pour ceux qui meurent, c'est un passage pour ceux qui restent et qui ont toute une vie à découvrir, une nouvelle vie. Et c'est accepter ce que ça peut ouvrir, accepter. Oui, pour moi, c'est accepter les cadeaux, le cadeau, que cette mort, en l'occurrence pour moi, mais que la mort de nos proches peut nous ouvrir, peut nous apporter, si on accepte la gratitude, si on accepte de les voir comme ça, si on accepte de changer notre regard. Et c'est ça l'invitation de ce livre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse, très contente et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat, sinon vous pouvez me les poser, en message privé aussi. Le livre, bah, je vais mettre le lien pour, le trouver. De toute façon, si vous voulez le trouver, vous le trouvez très facilement. Il se trouve en ligne. Vous pouvez aussi le commander en librairie. Si jamais vous voulez un exemplaire dédicacé, il faut me contacter en message privé aussi, c'est possible. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été là ou voilà et puis n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça peut être une contribution pour d'autres personnes. Alors, c'est pas un livre qui s'adresse qu'aux personnes en deuil, ni qu'aux parents endeuillés. Bien sûr, il va s'adresser à ces personnes-là, mais il peut s'adresser à toute personne qui se pose des questions existentielles sur la mort, sur la vie, parce que ça change vraiment la façon de regarder la mort et la façon du coup de regarder la vie. Forcément, ça va ensemble. Et peut-être que ma façon d'aborder la mort, elle vient aussi de ma façon d'aborder la vie. Euh, voilà, même si jamais j'aurais cru aborder cette mort-là et jamais j'aurais cru être confrontée à ça. Et pourtant, ça a été là. Et quand ça a été là, j'ai, je me suis lancée dans l'aventure et dans l'exploration. Merci Ludovic, je vois tes petits coucous. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'arrêter ce que voilà, j'arrête.